Merci beaucoup d'avoir accepté de participer et participer aussi à la discussion qu'il y aura après. Je m'en vais pas trop vite, ne vous inquiétez pas. Bonjour à tous et à toutes. Donc, j'ai une double casquette et la question qui m'a été posée, c'est effectivement l'impact sur le travail, mais aussi la question, finalement, faut-il en parler à l'employeur? Ce qui va finalement guider un peu mon propos. Parce que ce que je voudrais vous dire, alors d'abord, j'ai pas de support, mais je pourrais vous joindre après un mémo avec quelques éléments que je vous communiquerai maintenant. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que on dit souvent que le travail, parfois, il abîme. Mais parfois, et le plus souvent quand même, le travail participe de la santé. Et même travailler, c'est pas seulement avoir un salaire, c'est être dans la vie et finalement avoir un travail, c'est pas que alimentaire. Alors, parfois, c'est pas toujours ce qu'on veut, mais enfin, en tout cas, c'est en tout cas un signe de bonne santé de travailler. Et il ne faut pas que le travail abîme la santé également. Je vous disais que j'avais une double casquette parce que je suis médecin, mais je suis aussi juriste. Et je forme beaucoup de futurs DRH à la fac de droit. Et désormais, la question dont je vais parler aujourd'hui, c'est-à-dire finalement la question du travail face à des maladies chroniques, elle est bien plus présente qu'elle n'était présente par le passé. C'est pas encore merveilleux parce que ce que je pourrais vous dire d'emblée, c'est qu'on perd trop souvent son travail à cause d'une maladie chronique, y compris celle dont on parle cet après-midi, quand l'état fonctionnel permettrait encore de travailler, parce que l'accompagnement n'est pas au bon moment, parce que c'est trop tard, parce qu'on est mal accompagné. Ça, c'est dramatique. Je travaille beaucoup sur la sclérose en plaques depuis 25 ans maintenant. J'ai travaillé beaucoup sur les maladies inflammatoires du tube digestif. Je travaille avec plusieurs spécialistes puisque j'anime en tant que médecin du travail au CHR de Lille des consultations qu'on appelle pluridisciplinaires, donc avec des spécialistes d'organes pour justement, je travaille aussi, j'anime une consultation épilepsie et travail. Vous voyez qu'il n'y a pas que des maladies inflammatoires, mais il y a des maladies chroniques. Et j'arrive toujours à ce constat qu'on perd trop souvent encore son travail, ou qu'on n'a pas le travail qu'on pourrait avoir, ou qu'on n'a pas la progression qu'on pourrait avoir, parce que cet accompagnement, il est flou, qu'on ne sait jamais à quelle personne s'adresser, qu'on fantasme sur les risques de dire ou de ne pas dire. Et c'est ce que je voulais commencer par dire au départ avec vous. Il y a des impacts réciproques des maladies sur le travail et du travail sur la maladie. Il est évident qu'avoir une maladie de Crohn, par exemple, c'est pas facile dans tous les métiers. Si on a un nombre de selles très important, il faut que le travail puisse se permettre. Un conducteur de bus qui n'a que 4 arrêts sans avoir des toilettes tous les arrêts, c'est complexe. Quelqu'un qui travaille dans une fabrication de fibres optiques à devoir s'habiller quasiment en scaphandrier complet et qui doit se mettre 25 minutes pour s'habiller, s'il doit aller 12 fois aux toilettes par jour, c'est pas possible. Et inversement, il y a des travaux. Alors, il y a des métiers très adaptés à certaines situations, mais c'est pour ça qu'il faut trouver la congruence, la bonne congruence et les bonnes adaptations. Et puis, inversement, des fois, le travail, il impacte sur la maladie. On sait très bien que le travail au froid, la pénibilité, ça a un impact négatif sur la sclérose en plaques, que le stress, on vient d'en parler, il y a du stress au travail parfois et des mauvaises conditions de travail vont impacter négativement le travail. Et puis, dans le travail, on ne comprend pas toujours les maladies chroniques. On voit très bien la maladie visible, mais il y a plein de maladies invisibles. La plupart de vos pathologies sont invisibles. Alors, parfois, on croit à la simulation. On ne comprend pas la fatigue. Surtout parfois quand les fatigues sont fluctuantes. Parce que du coup, on se dit, bah, celui-là, un jour, il arrive en chaise roulante, l'autre jour, il gambade, il fait comme il veut, quoi. Vous voyez, le problème, c'est la compréhension, parce que le milieu du travail, il n'y a pas que des milieux de soins dans le travail, ne comprend pas, ne voit pas, ne veut pas voir, ou quand il veut voir, ça l'embête plus qu'autre chose. Parce qu'il faut bien comprendre que les entreprises, il y a des gens bienveillants, comme on parlait tout à l'heure, dans tous les milieux professionnels, il y a des gens bienveillants, puis il y a des gens qui sont quand même moins bienveillants. Donc, euh, si je devais dire d'une façon générale, faut-il en parler dans l'entreprise ou pas? Je pense que je vous décevrai beaucoup, je vous dirais, il n'y a pas de règle absolue. C'est au cas par cas. Au cas par cas. Et en plus, il y a différents moments. Donc, moi, ce que je voudrais vous dire en quelques minutes, c'est pourquoi c'est important d'en parler, quand en parler, parce qu'il y a des moments clés, et y compris, j'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait des mamans d'enfants qui ont des pathologies chroniques. Or, la question de l'orientation professionnelle est cruciale aussi dans la genèse d'une pathologie, enfin, dans l'histoire professionnelle d'un jeune. Parce qu'il ne faut pas lui couper non plus les ailes et il ne faut pas lui faire n'importe quoi. Bref, donc quand? Et puis enfin, à qui? Et puis après, avec les défauts du système, c'est que rien n'est parfait. Alors, pourquoi en parler? Ben parce qu'on vient de voir qu'il y a des impacts réciproques de la santé sur le travail, du travail sur la santé, dans les deux cas. Mais surtout, ce qu'on peut attendre d'une entreprise, c'est qu'elle comprenne, que les collègues comprennent, que l'entreprise s'adapte, que certaines entreprises facilitent les autorisations d'absence pour les soins, etc., etc.
Tout ça, c'est dans le monde théorique où ces mesures-là sont normalement prévues. Mais alors qu'il y a des entreprises qui sont très inclusives, des entreprises qui multiplient les chartes, etc., parce qu'elles ont aussi des avantages à parfois inclure, des avantages directs. Ce collaborateur-là, il est bien, moi je veux le garder. Alors c'est d'autant plus vrai que le collaborateur, il est ancien, précieux, consciencieux, etc. Évidemment, dans d'autres cas, c'est tout le contraire. Le collaborateur, il n'est pas très ancien, on ne le connaît pas bien, on ne voit pas bien ce qu'il nous apporte, on n'a pas bien compris les intérêts réciproques, et donc en fait, il est plus facile de se débarrasser parfois de quelqu'un, parce que finalement, il vaut mieux avoir quelqu'un de polyvalent, productif, jeune et costaud, plutôt que d'autres choses. Et ça, il ne faut pas se voiler la face. On a dit pas de langue de bois. Tout existe dans le milieu de travail. Et il ne faut pas se voiler la face. Il y a des choses, des endroits très bien où on adapte, il y a des endroits moins bien. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'il faut en parler à tous les coups ou pas à tous les coups. Il va falloir voir. Et surtout, ça va faire appel à votre intuition. En tout cas, ce qui est certain, c'est que toutes ces possibilités qui existent dans le droit, parce que le droit du travail prévoit beaucoup de choses. L'interdiction de discrimination, l'obligation de reclassement, l'obligation d'adaptation, l'inclusion. Oui, mais ce n'est pas toujours pris au pied de la lettre, pas du tout. Et moi, qui travaille depuis 25 ans sur le maintien d'emploi et la prévention de la désinsertion professionnelle, avec ou sans maladie chronique, avec des pénibilités, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup d'échecs. Mais néanmoins, ça évolue quand même favorablement. Alors, d'abord, est-ce qu'on doit dire à un employeur, qu'on a une maladie? Par honnêteté, comme me disent certains. D'abord, le droit français, et je dis bien français parce que ce n'est pas vrai dans les pays anglo-saxons, ce n'est pas vrai dans d'autres pays, mais le droit français autorise le mensonge. Le mensonge par omission, mais il faut le dire, un chat, le mensonge par omission et le mensonge direct. C'est-à-dire que voilà, vous n'avez pas votre permis de conduire pour certaines pathologies, ou alors vous avez une reconnaissance travailleur handicapé, normalement, ce n'est pas connu, je vous rappelle, la reconnaissance travailleur handicapé, c'est de l'ordre de la vie privée, il n'y a pas de fichier national, personne ne sait que vous l'êtes, donc vous n'êtes pas obligé de le dire, et vous pouvez le dire que quand ça vous arrange, bon, peu importe, mais par peu ou prou, parfois, on dit les choses, et on se dit, oh là, je suis obligé de le dire parce qu'il faut être honnête avec son employeur. Vous avez le droit de mentir. Après, vous avez le droit de le dire, mais vous avez le droit de mentir. Et ça, c'est important de le savoir. On a le droit de mentir sur son état de santé. Parce que c'est du domaine de la vie privée, qu'en France, c'est sacré. Peut-on le dire? Bah oui, des fois. Mais alors, est-ce qu'il y a des moments privilégiés pour le dire? Sans doute qu'il y a des moments non privilégiés. Je vais le dire d'emblée. Par exemple, quand je vois des patients qui disent « Moi, docteur, ce que je fais, c'est que quand je prospecte, comme je sais qu'il y a des postes libres pour les travailleurs handicapés, je marque dans mon CV travailleur handicapé. » Bah ouais, bah alors, vous savez, on croit toujours le pire. C'est-à-dire que quand on lit 40 CV pour un poste, bon, même si maintenant le marché du travail est un peu plus tendu, enfin, comme globalement, si on a 40 mêmes diplômes avec un même poste, on va dire que naturellement, la nature humaine, à moins d'avoir une bienveillance particulière ou une sensibilité particulière à la question, ils vont se dire, attendez, on va commencer par faire le plus simple. S'il y a 39 candidats qui ont le même diplôme, le même niveau d'équivalence d'ancienneté, etc., on va commencer par voir ça, puis si vraiment ça ne va pas, voilà. Parce qu'il y a comme de la discrimination, évidemment invisible, mais très présente. Et il y en a dans tous les domaines. Alors, le CV, ce n'est pas l'endroit privilégié où on connaît encore personne et où on envoie comme ça l'argamanu, je suis travailleur handicapé, parce qu'évidemment, derrière ça, même si le handicap est tout à fait compatible avec le travail, l'employeur qui lit ou celui qui trie les CV, très globalement, il va se dire on va éviter les ennuis. Donc, le CV ne me semble pas être un endroit où on peut le lire. L'entretien d'embauche, vous voyez que je prends la vie du travail de A à Z. L'entretien d'embauche, pareil, on ne connaît encore personne, on ne sait pas où on va, on ne sait pas qui on a en face de soi, on ne sait pas la sensibilité de la personne en face de soi. Alors, évidemment, hier, j'étais en consultation épilepsie et travail, pour tout vous dire, et le monsieur, il dit, je suis grutier, j'ai fait une formation de grutier, mais j'ai une crise d'épilepsie par semaine. Moyen, vous voyez, évidemment, il y a des trucs qui sont risqués pour lui et pour les autres, il y a quand même un tout petit peu de clairvoyance. Mais en général, les gens, ils ne sont pas suicidaires. Ils ne choisissent pas d'aller postuler à un poste de grutier pour tomber de la grue. Vous voyez, s'ils ont envie de se suicider, ils choisissent une autre méthode. Donc, en réalité, s'il y a un risque pour eux, les gens, ils ne sont pas fous. En revanche, très souvent, ils disent, ah ouais, mais comme il y aura peut-être un truc au travail et tout, il faut peut-être que je le dise. L'entretien d'embauche n'est pas non plus le bon endroit. On ne connaît pas encore la situation, les circonstances. Si on postule, c'est qu'on pense que ça va le faire. Et puis, je vous rappelle qu'il y a quand même une période d'essai derrière les entretiens d'embauche. Donc, la période d'essai, c'est la mise en situation. Si on arrive à faire le taf, ben, personne n'a besoin de savoir que vous avez ce problème de santé. Quitte à en parler, évidemment, au médecin du travail, quitte à demander des aménagements plus tard, etc. Mais c'est votre droit et c'est une possibilité. Je vous ai parlé du CV, de l'entretien d'embauche et de la période d'essai. J'ai oublié de vous parler juste avant, c'est pour ça que je l'évoquais au départ, de la question de l'orientation professionnelle, des jeunes qui font des apprentissages, des formations professionnelles qualifiantes, etc. etc. Je suis très souvent interrogée par les médecins scolaires et par les centres d'apprentissage ou les centres de formation professionnelle
on a tendance à prendre un parapluie quand quelqu'un fait une formation et qu'on se dit, ah ouais, mais avec ce travail-là, peut-être que ça entraînerait ça, et du coup, comme ça entraînerait ça, c'est peut-être pas raisonnable, etc. Du coup, quand on a des jeunes, parce que déjà trouver sa voie, c'est difficile, mais quand on a un jeune motivé, on dit, ah ben non, ça tu feras pas parce que ça risque d'être compliqué. Alors que la voie professionnelle, le diplôme, conduit à de multiples formations possibles. Et puis s'il est motivé, on peut imaginer qu'il va arriver à un niveau de diplôme un peu plus haut. Du coup, il va peut-être s'émanciper des conditions les plus pénibles de travail. Donc en fait, ce qu'il faut favoriser, c'est l'obtention de diplôme et la finalité du parcours scolaire, professionnel, etc. Et donc, le plus possible, faire en sorte que les gens, s'ils sont vraiment motivés, on les amène à un niveau en les prévenant que tout ne sera pas possible, mais quand même globalement en facilitant les choses. Aujourd'hui, on a l'excès inverse. C'est-à-dire qu'un jeune qui arrive avec une maladie chronique, c'est oh, ben non, on va peut-être pas lui faire ça parce que ça, ce serait pas trop possible, et puis ça non plus, et puis ça non plus. Bref, au bout du compte, le jeune, on dit bon, ben, tu vas faire comptabilité. J'ai rien contre la comptabilité, hein, mais c'est en général pas du tout ce que voulait faire le jeune. Et donc, il va se démotiver, il n'ira pas jusqu'à son niveau de diplôme, et il sera sans diplôme, sans qualification, donc du coup, presque condamné à faire un métier manuel, encore donc plus pénible pour sa pathologie. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de sens dans priver une personne d'arriver à un diplôme, même en le prévenant qu'il ne pourra peut-être pas tout faire. Ça, c'est un peu la logique. Sauf que tout le monde n'agit pas encore comme ça, et moi, je ne vois pas 100% des jeunes en orientation. Mais bref. Alors, donc, orientation professionnelle en amont de la vie professionnelle, CV, curriculum vitae, entretien d'embauche, période d'essai, et donc après, on est consolidé. Alors, dans la fonction publique, on dit qu'on va être titularisé, dans le privé, ben, le contrat se déroule, etc. Si on se rend bien compte que finalement, au terme du temps, l'usure du travail, la pénibilité exigent des aménagements, il est toujours temps d'en parler. D'en parler à qui? D'en parler à son supérieur hiérarchique, au médecin du travail de façon privilégiée, en espérant qu'il nous aide et qu'il ait les bons moyens pour nous aider, etc. etc. Mais vous voyez, c'est naturellement vers le médecin du travail. Les médecins du travail, c'est pareil, ils sont assez hétérogènes aujourd'hui dans l'attitude vis-à-vis de l'accompagnement au maintien d'emploi. Il fut un temps où ils étaient quand même tellement hétérogène qu'il y en avait qui faisaient blanc, d'autres noirs, d'autres un peu, d'autres beaucoup, etc. La loi de 2021, c'est une évolution positive, a mis en place dans tous les services de santé au travail, et ça a mis encore un peu de temps à se mettre en place, mais c'est un signe favorable pour l'avenir, des cellules spécialisées de maintien d'emploi qui obligent tous les services de santé au travail à être en pluridisciplinarité et à être un peu plus homogènes et un peu plus proactifs dans le maintien d'emploi. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a des outils nouveaux, des collaborations nouvelles, y compris avec les médecins du parcours de soins. Et c'est très important parce que, encore une fois, moi, mon constat, c'est qu'effectivement, trop souvent, alors d'abord, c'est vrai que les outils sont nombreux, mais trop souvent, on va vers le médecin du travail trop tard, et alors que déjà la chose est enlisée, les difficultés enquistées, les outils mobilisables n'ont pas été mobilisés, etc. Je prends plusieurs exemples et je vais vous dire, finalement, je vais peut-être vous l'illustrer d'une autre façon. Aujourd'hui, quand on a une maladie chronique, du type de celle qu'on évoque cet après-midi, soit on n'a pas de travail, soit on a un travail. Je vais vous faire... Si on n'a pas de travail, on n'a pas de médecin du travail. Mais on peut se poser des questions de savoir si on a envie de trouver un travail. Et alors, à quelqu'un, on se dit, mais dans quoi on cherche? Il existe beaucoup d'organismes qui font des hospitalisations de jour, des séjours, des consultations pour orienter, pour chercher une voie professionnelle avec une sorte de validation après des capacités fonctionnelles, vous voyez, physiques et de la compatibilité avec le métier visé. Au CHR de Lille, mais dans tous les hôpitaux universitaires de France, il y a ce qu'on appelle les consultations de pathologie professionnelle qui ont un volet systématique de maintien ou d'insertion professionnelle qui peut guider ceci. C'est assez peu connu, hein, finalement. Moi, je vois évidemment plusieurs dizaines de patients par semaine à ce propos-là, mais je suis sûre et certaine qu'il y a plein de gens qui auraient intérêt à venir nous voir et qui ne connaissent pas. Donc là, je vous donnerai les coordonnées pour que ce soit facile, en tout cas pour vous, en tout cas pour la suite. Donc, quand on n'a pas d'emploi, il y a des organismes. Le centre de rééducation lillois, les centres d'information d'orientation, il y a les Cap Emploi, etc. Il y a des organismes avec ou sans reconnaissance de travailleurs handicapés, parce que ce n'est pas toujours obligatoire, vous voyez. Mais en tout cas, on peut avoir des conseils. Vous avez maintenant un emploi, mais cet emploi-là, vous êtes par exemple dans le privé, parce qu'il faut distinguer du privé ou du public. Si vous êtes dans le public, il y a un médecin du travail qui s'appelle un médecin de prévention parfois, ou dans le privé, un médecin du travail dans tous les cas. C'est ce médecin qu'il faut aller voir par prédilection, parce que désormais, même si par le passé, il n'a pas toujours été très aidant, désormais, il est outillé depuis quelques années, et encore plus depuis 2021, pour vous orienter, même s'il ne sait pas tout faire lui-même. Et ça, c'est quand même nouveau, parce qu'avant, c'était quand même parfois rudimentaire dans les entreprises.
parfois rudimentaires, à tel point que le médecin du travail n'était même pas sollicité parfois quand le salarié était en arrêt de travail prolongé. Alors, il voyait tout à la fin de son arrêt de travail, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, le médecin du travail pour une visite de reprise. Mais alors là, la messe était dite, si vous voulez. Le temps avait passé, le salarié était loin du travail, et il y a des chiffres internationaux qui démontrent que plus le temps d'arrêt de travail est important, à pathologie égale, hein, plus les chances de retourner au travail, pas seulement à l'emploi, sont complètement faibles. Il y a un déconditionnement à l'effort, il y a une anxiété anticipatrice, il y a tout un tas de trucs qui fait que la personne n'est plus en lien avec le rôle. Elle se dit, mais moi, j'ai plus rien à voir avec cette entreprise, elle continue à avancer sans moi, etc. Et désormais, il y a des outils nouveaux qui ont été mis en place pour faire en sorte qu'il y ait du lien au cours de l'arrêt de travail, pour que l'entreprise soit obligée d'établir des contacts avec le salarié pendant son arrêt de travail. Donc, vous voyez, il y a des choses petit à petit. Encore une fois, je n'ai pas le temps de vous exprimer tout ça, mais c'est pour vous dire que quand on dit quand en parler, il est toujours temps d'en parler au médecin du travail, et le plus tôt possible. Au pire, il ne fait rien. Mais il peut peut-être vous aider considérablement. Donc, y aller trop tard, c'est quand même toujours un mauvais choix. D'accord ? Et donc, voilà ce que je voulais vous dire un petit peu rapidement. Mais pour vous dire que lorsqu'il y a un arrêt maladie, parce que dans l'histoire professionnelle et face à une maladie chronique comme ça, il y a souvent des arrêts maladie, alors là, c'est pareil, il ne faut pas laisser le temps passer. Même quand on est dans la fonction publique, parce que là, il y a des congés spéciaux, alors très compliqué, parce qu'il faut un avis de médecin agréé pour les renouveler, donc c'est des grosses périodes. Mais quel que soit le statut privé ou public, vous avez toujours le droit à tout moment de l'arrêt de travail, sans le demander à votre employeur, d'aller voir un médecin du travail, d'aller voir à n'importe quel moment, du premier jour au dernier jour, sans, et je le redis, sans en informer l'employeur si vous n'avez pas envie, d'aller voir le médecin du travail, pour voir au moins avec lui ce qu'il est possible de faire. Des fois rien, mais si possible, le plus de choses possible. Donc, vous comprendrez, et pour ne pas empiéter sur la discussion, hein, puisque c'était bien ça, que, vous comprendrez de mon propos qu'il y a trop de pertes d'emploi alors qu'il y aurait des outils pour éviter. 2, qu'on n'en parle pas toujours à bon escient et que quand on en parle, c'est souvent en se disant « je suis obligé d'en parler parce que s'il se passe quoi que ce soit, on va me le reprocher, etc. » Mais je vous rappelle que toute maladie peut arriver à n'importe quel moment de la vie. Donc, vous pourriez vous dire « écoutez, moi, quand je vous ai vu, il n'y avait pas de problème et maintenant, un problème. » Non, mais je veux dire, vous avez le droit de protéger aussi votre vie privée. Donc, vous voyez qu'il est temps d'en parler quand c'est important, de ne pas en parler tous azimuts parce que malheureusement, il existe des discriminations au travail. En parler chaque fois que possible au médecin du travail et ne pas oublier que quand il n'y a pas de médecin du travail, vous renseignez dans vos régions, et je vous dis, au CHR de Lille, il y a une consultation qui est prise en charge par la Sécu, pour avoir un outil d'aide et un levier pour être orienté et accompagné vers les bonnes personnes, et surtout ne jamais démissionner. Parce que là, vous perdez beaucoup de droits en termes de droits sociaux, beaucoup de possibilités d'être accompagné, et c'est vrai que ça, très souvent, c'est un petit peu délétère. On voit que les gens sont poussés à la porte et finissent comme ça par ne plus travailler. Je vous remercie de votre attention.